Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau podcast et ce premier podcast du Cardano FR. Je suis Robin et je suis accompagné de Quentin. Salut Quentin. Oui, salut Robin. Aujourd'hui, on crée ce tout premier podcast et d'ailleurs, c'est une série de podcasts qui va arriver par la suite à propos du Cardano, de la blockchain et des contrats intelligents. Aujourd'hui, on va vous parler déjà pourquoi, quel est le but de ce podcast. On va ensuite se présenter, on va parler un peu des différentes générations de blockchain et puis on parlera plus en profondeur du Cardano. C'est exact. Fait que la raison pour laquelle on veut créer ce podcast, c'est pour interagir avec la communauté francophone de Cardano. Pour partager la bonne information sur la technologie blockchain, les contrats intelligents et le déroulement du projet Cardano. Alors, c'est une bonne façon d'interagir, de partager notre passion pour ce projet-là, qui est super intéressant, qui nous fait découvrir pas mal de choses sur la blockchain et les crypto-monnaies. Alors, c'est pour ça qu'on a créé ce podcast-là, pour pouvoir interagir avec les gens, puis partager encore une fois la bonne information. Interagir, partager, effectivement. Et puis voilà, comme tu l'as dit, nous sommes des passionnés avant tout. Et c'est la possibilité potentiellement d'agrandir aussi la communauté francophone du Cardano grâce à du contenu comme le nôtre. J'espère que ça va avoir cet impact-là, en tout cas. C'est un des buts aussi. Ben oui, c'est ça, parce que c'est sûr que le Cardano, c'est un projet, puis actuellement, il y a une grosse communauté anglophone, mais nous-mêmes, nous sommes situés moi, je suis à Québec, toi, tu es en France, Tout à fait. Bordeaux. Fait que si on peut avoir des gens des gens de la Belgique, on peut avoir des gens d'autres personnes de France. Il peut y avoir des communautés en Afrique également, Ouais, ouais. au Maroc, que ce soit au Bénin, que ce soit au Congo. Fait que vraiment, c'est d'agrandir cette communauté Cardano à l'échelle internationale et de motiver les gens surtout à s'intéresser à cette nouvelle technologie et surtout à ce projet qui est très bien construit. Et d'ailleurs, en parlant de communauté, on peut retrouver sur le Telegram Cardano Main FR, il me semble, Main France, je crois. C'est ça, Cardano France. Cardano France, ouais. On peut retrouver une partie de la communauté francophone sur ce Telegram. Et voilà, ça parle régulièrement. Il y a plein de discussions intéressantes. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. On vous mettra le lien dans la description. Effectivement, on vous invite à continuer la conversation sur le groupe Telegram et à interagir avec nous. Alors, Quentin, est-ce que tu peux te présenter maintenant qu'on a dit voilà, le but de ce podcast? Est-ce que tu peux te présenter? Quel est ton parcours, ton expérience et pourquoi est-ce que tu en es venu aux crypto-monnaies, à la blockchain? Alors, oui, bien sûr. Alors moi, comme je le disais, je suis localisé à Québec. Je suis né, puis j'ai grandi en Belgique, par exemple. Et que suite à ça, je suis venu à Québec pour faire mes études universitaires. Et j'ai commencé à travailler en informatique. Alors, j'ai 10 ans d'expérience en informatique dans différents projets de développement. Et je suis tombé, dans le fond, sur les crypto-monnaies il y a à peu près 2 ans maintenant, 2 ans et demi. Et j'ai commencé à vouloir trouver de l'information en français, mais il n'y avait pas beaucoup d'informations en français. Alors, c'est là que j'ai vu une opportunité de développer mes connaissances et de pouvoir partager l'information sur les crypto-monnaies et la blockchain. Alors, de pouvoir traduire, de pouvoir faire des conférences, de pouvoir initier les gens à toute cette toute nouvelle technologie-là, à cette toute nouvelle innovation. Ouais, d'accord. Alors, c'est ça que j'ai commencé à faire. Puis, j'essaie de développer aussi dans mon travail pour la compagnie un secteur blockchain, donc avoir une équipe, puis aller chercher des contrats, puis tout ça. Donc, développer vraiment ça d'un point de vue professionnel. D'accord, d'accord. Et donc là, même aujourd'hui, tu travailles dans ce secteur-là? Oui, alors on fait de la veille technologique, fait quand on commence à regarder ce qu'on peut faire, on commence à se former parce que justement on veut se former aujourd'hui D'accord. en vue de pouvoir être prêt lorsque Donc la c'est-à-dire que, technologie. ouais, c'est-à-dire que l'entreprise se prépare à vous former pour pouvoir potentiellement travailler dans ce secteur-là dans le futur. Exactement, D'accord. exactement.
Fait qu'il y a un peu comme toute, ben, justement, un petit peu comme Cardano et d'autres plateformes, là. Donc c'est vraiment de commencer à se former pour être prêt lorsque les projets vont commencer à émerger, là. Et d'ailleurs, bah, c'est ce qu'on va faire hein, durant tous ces podcasts. Alors, bah, moi, pour ma part, donc je m'appelle Robin, je vis à Bordeaux, en France. Et pareil, alors je travaille pas dans l'informatique depuis 10 ans, par contre, je suis passionné d'informatique depuis 10 ans. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'en faire mon métier, donc je suis développeur web. Voilà, donc du coup, j'ai découvert la blockchain et les crypto-monnaies bah, il y a 2 ans et demi aussi, un peu comme toi, en fait, Quentin. Mhm. Et j'en suis venu au Cardano il y a quelques mois, fin de l'année dernière. J'ai tout de suite accroché pour plusieurs raisons qu'on évoquera tout à l'heure. Donc voilà, aujourd'hui, du coup, je fais ce podcast avec toi Et c'est bon d'avoir un pour en savoir développeur parce plus. que c'est bon que tu sois développeur parce que je trouve que c'est le meilleur moment pour découvrir cette technologie-là pour les développeurs également parce que tu comprends vraiment le code, tu es familier avec les différents langages de programmation. Fait que d'intégrer la blockchain ou des contrats intelligents dans des secteurs d'affaires ou dans différents modules d'un système, ça peut être une bonne opportunité pour toi. Tout à fait. Et en plus, alors c'est intéressant parce que moi, de mon point de vue, en fait, je fais trois choses avec la blockchain. Bon, déjà, je suis un passionné, première chose, mais je suis aussi investisseur et le côté développeur m'intéresse énormément parce que je me rends Mhm. compte qu'il y a plein de choses à faire, il y a plein de possibilités Ouais. et que bah, ça peut potentiellement être aussi le début d'une entreprise, d'un nouveau business. Voilà, ça peut être vraiment très intéressant. Alors, je te propose maintenant qu'on parle des trois générations de blockchain, en commençant par la première génération, qui est notamment bah, le Bitcoin, hein, en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire du Bitcoin avec le recul qu'on a aujourd'hui? Ben, c'est que le Bitcoin était vraiment la première génération, donc l'expérimentation, la preuve des concepts qui a duré quand même, qui dure depuis 10 ans maintenant. Alors, l'idée, c'était d'avoir une monnaie électronique décentralisée un système de paiement et de transfert d'actifs sans intermédiaire de confiance. Fait que c'est une expérimentation qui au début, s'est construit petit à petit et qui, au fil du temps, ben, a eu beaucoup de bons résultats, entre autres au niveau du nombre de personnes qui ont commencé à participer à ce réseau pair à pair, Ouais. mais également dans la valeur aussi que ça a commencé à avoir et que les gens ont commencé à donner de la valeur à cette crypto-monnaie-là. Et alors, quand on parle Ethereum, aujourd'hui, c'est quoi la grande différence avec le Bitcoin? Alors, Ethereum, c'est que on a pu faire on a mis en sorte de rendre les transactions intelligentes et que on a permis de pouvoir dynamiser les transactions, de pouvoir insérer des termes et des conditions dans ces transactions de crypto-monnaie. Et alors, ça Alors, sert à quoi une transaction intelligente? une transaction intelligente, ben, ça permet de mentionner que je pourrais t'envoyer une crypto-monnaie ou un actif si et seulement si il y a un arrangement que si jamais tu répares ma voiture, si jamais tu m'échanges un service ou si jamais tu m'envoies un bien, à ce moment-là, ben, je t'envoie j'autorise la transaction finalement. Et que c'est un petit peu comme au niveau des pages web ou de l'Internet où au départ, on avait des pages statiques qui faisaient pas grand-chose. Et grâce au JavaScript, ben, on a pu dynamiser ces pages-là, les rendre plus intéressantes et plus intelligentes finalement. Donc, Fait qu'on c'est-à-dire qu'on peut, a ajouté l'algorithme finalement au Bitcoin, et ça devient l'Ethereum. exactement. Fait que on ne pouvait pas, il était difficile d'intégrer ce genre d'intelligence-là dans la blockchain de Bitcoin. C'est pour ça qu'il a fallu créer une toute nouvelle blockchain avec un nouveau langage de programmation pour pouvoir créer des contrats intelligents. C'est ce que l'Ethereum a fait. Alors là, on vient de parler de la seconde génération, la deuxième génération de crypto-monnaies. Quelles ont été les difficultés quelles sont aujourd'hui les difficultés de l'Ethereum? Ben,
une des difficultés, c'est qu'il y a un problème de performance. Fait qu'on n'est pas capable d'avoir, un nombre de transactions qui amène, l'adoption, mondiale, au niveau des transactions, au niveau de ce qu'on peut faire avec la technologie blockchain. Et que le deuxième problème qu'on a, c'est au niveau de l'expérience des développeurs. Alors, c'est un nouveau langage de programmation qu'il faut apprendre et qu'il faut intégrer avec les différents langages qu'on a actuellement. Fait que généralement, tu vas avoir ton développement, ton interface, ton système, et tu dois avoir et tu as le deuxième langage de programmation pour créer ta blockchain et tes contrats intelligents. Et il faut faire parler les deux langages l'un avec l'autre, ce qui n'est pas toujours évident pour les développeurs. Le troisième problème qu'on a aussi, c'est un problème de gouvernance. Fait que d'avoir un bon système, puis de bien réfléchir à ton modèle d'affaires pour s'assurer que une blockchain répond à tes différents modèles d'affaires dans ton organisation. Fait que ça, c'est pour s'assurer qu'on n'a pas des forks, donc des splits entre deux blockchains qui peuvent donner des Bitcoin puis de Bitcoin Cash Ouais. ou alors Ethereum puis Ethereum classique finalement. Et alors, pourquoi une troisième génération? Qu'est-ce qu'elle va apporter? Ben, c'est là que le Cardano justement, arrive et le Cardano, c'est ça qui m'a attiré au niveau du Cardano, c'est qu'il veut résoudre des problèmes, les problèmes de la première et la deuxième génération, blockchain. Donc ils veulent résoudre des problèmes de performance, des problèmes d'interopérabilité entre les différentes blockchains, mais également avec, les systèmes, les vieux systèmes, les systèmes legacy, donc les systèmes bancaires actuels, les systèmes du gouvernement. Ouais. Donc c'est cette interopérabilité-là qu'ils veulent résoudre, mais également ils veulent avoir une troisième génération, dans le fond, doit avoir des systèmes pour s'autofinancer, pour contribuer à l'entretien et l'évolution du système. Parce que comme on le sait, la blockchain, c'est pas des compagnies. Ethereum, c'est pas une compagnie. Bitcoin, c'est pas une compagnie. Ouais. Ce sont des systèmes, ce sont des protocoles qui sont décentralisés, donc qui n'appartiennent à personne. Et pour ça, ben, idéalement, il faut que le système soit capable de s'entretenir tout seul finalement. Et ce qui est important au niveau de Cardano, c'est qu'ils font un travail de manière scientifique et en utilisant l'ingénierie également. Fait que la manière scientifique, c'est qu'ils font des recherches, ils font des études, ils interagissent avec les communautés en cryptographie, en informatique, en sociologie, dans différents domaines, pour s'assurer que ce qu'ils veulent développer répond à des standards scientifiques. Par la suite, ils vont s'assurer que le code est bien fait et le code est sans bug. Alors Parce que justement, j'ai entendu dire que les ingénieurs d'IAOHK, leur processus de vérification du code relevait de procédures du spatial, quoi. Est-ce que c'est vrai? effectivement, ils veulent mettre beaucoup l'emphase sur la qualité du code pour s'assurer que les bugs à éviter sont évités. Exactement. Ils veulent construire un système comparable au système de la NASA, au système au simulateur de vol de Bombardier, de Boeing, etc. Fait que ces systèmes-là sont des systèmes qui ressemblent plus à des systèmes scientifiques et c'est très différent d'applications comme Facebook Ouais, ou Windows, là, ouais, ouais. qui a beaucoup de bugs, beaucoup de lacunes au niveau du code. Et aujourd'hui, est-ce qu'on sait s'il y a d'autres crypto-monnaies, d'autres entreprises de crypto-monnaies ou de projets de crypto-monnaies qui développent de cette façon-là, avec cette rigueur-là et ces procédures-là? Oui, il y en a quelques-unes, mais pas tant. Fait que sur la majorité des crypto-monnaies qu'on peut voir sur CoinMarketCap et la majorité des développements blockchain, Ouais. il y en a très peu qui utilisent cette façon de faire parce que évidemment c'est très coûteux. Fait que tu dois avoir une partie scientifique, une équipe académique
qui fait la recherche, qui creuse. C'est pour ça qu'ils interagissent aussi beaucoup avec différentes universités dans le monde. Il y a des universités au Japon, il y a des universités en Angleterre, en Écosse, à Athènes, en Grèce, aux États-Unis, qui contribuent à la recherche au niveau de développement du projet Cardano. Donc c'est énorme, Alors, il y a énormément de personnes derrière. oui, il y a une grosse équipe et il y a des bons partenariats avec ces bonnes universités, avec des bons professeurs qui sont des professeurs avec plusieurs doctorats et d'autres étudiants qui commencent à commencer leur doctorat dans différentes matières. Alors, tu l'as dit, la sécurité est un point fondamental dans le projet Cardano. Mhm. Et effectivement, c'est coûteux. En informatique, plus il y a de sécurité, plus ça coûte cher. Moi, ce que j'aime dans ce projet-là, c'est que l'équipe est composée de chercheurs et d'ingénieurs en informatique qui suivent des standards de la recherche académique. Et ça, c'est un point très important qui m'a tout de suite attiré. Aussi, le fait que le but du Cardano, ils veulent absolument trouver un point d'équilibre avec les systèmes financiers, Ouais. les régulateurs, bref, le monde réel en fait. Ils veulent trouver un point d'équilibre pour pouvoir s'introduire dans le monde réel. Et ça c'est primordial Important. si le Cardano veut un jour se voir être utilisé par la masse. Oui, c'est ça. Et ça, justement, ça permet d'introduire les différents acteurs dans le projet Cardano parce que le Cardano, c'est pas juste une entité qui travaille là-dessus, c'est différentes entités. Alors, il y a IOHK, Ouais. Input Output Hong Kong. Il y a, donc ça, Donc c'est la ça, c'est partie. l'entreprise qui crée l'écosystème Cardano, enfin qui crée le programme Cardano en quelque sorte. Exactement, le protocole, Le donc protocole. la partie académique et la partie ingénierie du projet, effectivement. Alors, si je dis pas de bêtises, il me semble, oh, ça a peut-être augmenté depuis, mais ils sont environ un peu plus de 160 employés. Oui, oui, c'est ça. Aux dernières nouvelles, c'est ça que j'entendais, oui. Et puis Partout dans le à monde. peu près une centaine de développeurs. Pas mal de développeurs et je pense que ça ne compte pas tous les différents chercheurs des universités Ouais. qui travaillent sur le projet également. Et alors, effectivement, donc on a IOHK. On a Emergo qui est la partie plus business, qui va chercher des contrats, des partenariats, qui essaie d'avoir des effets de marketing sur le projet Cardano. Fait que eux sont basés au Japon et travaillent donc à donner de la valeur au projet Cardano. Et alors, on a Mm. la Fondation Cardano en troisième entité. Eux, ils font quoi? Effectivement. Eux, la Fondation Cardano, c'est le côté justement législatif. Donc, les différentes lois, ils travaillent normalement avec les gouvernements et pour s'assurer que le projet est en ligne avec les exigences du gouvernement, les exigences légales dans les différents pays où le projet Cardano veut s'établir. Donc, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis ou en Amérique du Nord, eux sont là, puis eux travaillent justement avec les différents gouvernements. Ils étaient justement à Davos pour le gros sommet et ils ont beaucoup interagi donc sur le plan financier, les discussions avec les grandes banques, les grandes institutions. Eux s'occupent donc de la partie législative du projet Cardano. D'accord, donc c'est la partie du projet Cardano qui justement s'implique à devenir légal auprès voilà, de ceux dont on parlait tout à l'heure, des régulateurs financiers, des C'est ça. gouvernements. C'est vraiment eux qui s'occupent de ça. Très bien. Oui. Fait que, et ils s'occupent aussi d'interagir avec avec la communauté aussi blockchain, fait que c'est eux qui ont justement qui s'occupent de manager les différents, pas influenceurs, mais les différents représentants. Donc la communauté, les gens comme toi et moi, justement, qui voulons passer le message sur le projet Cardano. La fondation s'occupe de s'assurer que le message passe bien. Je te propose maintenant de parler des dernières nouveautés autour du projet Cardano, notamment l'IOHK Summit qui aura lieu le 17 et 18 avril.
Oui, alors c'est la grosse conférence qui va être donnée donc à Miami. Toutes les membres de IOHK, de Emergo et de la fondation seront présents et ils permettent l'accès à cette conférence-là à la communauté également. Ah, c'est Fait que génial. si vous êtes aux alentours ou si vous êtes un passionné de Cardano et que vous avez l'opportunité d'être présent, ben moi je serai présent à cette conférence-là. Et c'est sûr que je vais faire en sorte de recueillir Ouais, des des interviews, ouais, interviews, ouais, puis ouais. de parler un petit peu à certaines personnes du projet. Et que ça va être un gros événement où ils vont aussi également présenter la mise à jour de la roadmap. Fait qu'il va y avoir une deuxième version de la roadmap de Cardano qui sera dévoilée donc lors de ce gros événement. Alors, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la roadmap actuelle, elle est plus bonne? Habituellement, ils mettaient à jour la roadmap, au mois. Ouais. Donc, ils mettaient à jour avec les différents avancements des différents projets. Là, ça reste à jour jusqu'au mois d'avril finalement. OK. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ils vont continuer à livrer ce qu'ils avaient à livrer, dans les prochains mois. Et après ça, on va avoir la vision du projet Cardano pour, le reste de l'année 2019 et toute l'année Ah ouais. 2020 également. Probablement, ce qu'il va y avoir, c'est l'annonce de beaucoup de partenariats. Ouais. Ah ouais, tu crois? Ouais, 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 à mon avis, parce que je pense qu'ils refont cette roadmap-là pour peut-être intégrer justement les différentes identités. Actuellement, la roadmap était pas mal une roadmap juste pour IOHK. Ouais. Et peut-être qu'ils veulent intégrer aussi des news, des nouvelles de, de Emergo ou la fondation ou des choses comme ça. Et que, puis il faut pas oublier qu'actuellement, on peut pas développer de contrat intelligent sur Cardano. Fait que ça s'en vient aussi avec des projets blockchain qui vont probablement changer de plateforme. Fait que ça devrait être des annonces qu'ils vont faire, là. D'accord, bon, intéressant. Alors, affaire à suivre. Ah oui, j'avais une question. Alors, on n'en a pas trop parlé, mais le Cardano utilise donc un protocole de preuve d'enjeu. Le fait qu'ils aient choisi ce protocole pour, entre autres, ajouter un système de vote pour les détenteurs d'ADA, pour moi, ça montre également leur envie de transparence. Est-ce qu'on peut même déjà parler, ou est-ce qu'on pourra parler de démocratie participative à terme avec Cardano? Alors oui, ça va être, c'est un des enjeux du troisième pilier donc de l'entretien et l'évolution, de un des problèmes des troisième générations de crypto-monnaies. Fait qu'on a le système de trésorerie, le système de vote, donc qui permet justement de démocratiser les différentes décisions qu'on fait sur le projet Cardano. Alors, la preuve d'enjeu permet aux gens qui détiennent des EDA de pouvoir voter sur les différentes décisions. Donc, si on a une mise à jour à faire, si, mettons, le protocole doit offrir la possibilité de faire des transactions privées, eh bien, on peut voter. On va pouvoir voter et dire si oui, on le veut, de quelle manière on le veut, puis tout ça. D'accord. Il va y avoir il va y avoir aussi la possibilité, dans le fond, de déléguer son vote. Fait que si, mettons, moi, je suis pas à l'aise sur une mise à jour qu'ils veulent faire parce que la mise à jour est assez technique, Ouais. c'est juste pour les développeurs, ben moi, je pourrais, mettons, déléguer mon vote à toi, Robin, Ah, disant, ben intéressant, ouais. toi, c'est ça, toi, tu as plus des connaissances sur le code, tu es capable de le lire, puis tu es capable de valider que ce qu'ils veulent intégrer au protocole, ben, il va pas y avoir des problèmes avec ça. Fait que je délègue mon vote à Robin et lui va être capable de voter pour dire si oui ou non on intègre la mise à jour. Dans un autre cas, si jamais ils veulent intégrer une autre mise à jour, puis que Robin est pas à l'aise avec son vote, ben, il peut me le déléguer à moi parce qu'il sait que moi, j'ai plus de force dans d'autres choses Ouais, finalement, là. d'accord, ok, très bien. Bah écoute, je te propose de conclure ici. Alors, de quoi on va parler dans le prochain épisode avec toi, Quentin?
Alors, dans le prochain épisode, on pourra parler des différentes applications du projet Cardano. Les différents projets qu'il y a, les différentes plateformes aussi qui sont en train de développer. Ouais. On ira probablement plus en détail aussi sur la performance, donc les trois piliers qui veulent intégrer ou Oui, tout la à fait. raison Ouais. de La la troisième performance, génération. C'est ça. l'interopérabilité et la scalabilité. Exactement. Fait que performance, interopérabilité, l'entretien et l'évolution. Aussi, aller plus en détail sur la revue par les pairs. Ok, super. Tu voulais faire quelques dédicaces, Quentin? Oui, effectivement. Alors, des dédicaces à Malik. Malik qui est ambassadeur Cardano. Il est très actif dans la communauté Cardano, puis il est francophone, fait que ça vaut la peine de mentionner. On a aussi Philippe, Rick et Sébastien qui sont les hosts du Cardano Effect, fait que c'est la version Anglaise? anglophone Ouais, anglophone, ouais. du podcast Cardano. Salutations à vous. On a aussi Régis et Archie qui sont deux des administrateurs du Cardano France Telegram. Ouais, sur Telegram, ouais. On fait une salutation à eux. On continue la discussion sur Telegram, donc joignez-vous à nous sur le groupe Telegram Cardano France. Ça va nous faire plaisir de continuer la conversation là. Ouais, merci Quentin. Je te dis à très vite pour un prochain podcast. Merci Robin, À bientôt. à bientôt.